Et notre enquête du jour, bien sûr, c'est la grogne de l'hôpital avec cette question. Peut-on soigner l'hôpital public avec nos invités? Cathy Legac, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP à l'hôpital Beaujon à Paris, je crois. Et Stéphanie Rist, bonjour. Vous êtes députée La République En Marche du Loiret, exactement, à Orléans. Oui, et donc beaucoup de réactions, évidemment. Alors, il y a Paysan 47 qui dit fermer des lits. Voilà, c'est l'obsession de certains hauts fonctionnaires. Et résultat, en fait, on a une vision sans doute un peu trop comptable des choses. Il y a Villeneuve qui dit les collectivités locales doivent participer au financement de leurs hôpitaux publics, plutôt que de donner l'argent à d'autres associations. Alors, ça pourrait être, pourquoi pas une piste, Cécile? Oui, juste pour dire qu'on a aussi en ligne Brigitte Soudry, qui est chef du service de l'hôpital marin d'Andaille, qui est avec nous en ligne. Et vos appels au 0826 300 300. Ouais, alors, est-ce que c'est d'abord, on va peut-être commencer avec vous, Cathy Legac. Est-ce que c'est une question avant tout d'argent aujourd'hui? Est-ce que l'hôpital souffre d'un manque d'argent, de moyens? Oui, l'hôpital souffre d'un manque de moyens. On a vu ces derniers jours dire il y a 30 milliards de déficit sur l'hôpital public et ça l'engorge. Et tous les ans, on leur demande de faire de l'efficience à l'hôpital. À l'assistance publique Hôpitaux de Paris, l'année dernière, ça a eu pour conséquence une suppression de 1000 postes au sein de notre institution. Donc c'est énorme. Donc on engorge l'hôpital, on le pressurise et à chaque fois on leur demande de faire des plans d'économie successifs avec un objectif national de moyens qui est toujours au plus bas et qui donne pas les moyens à l'hôpital de fonctionner correctement. Aujourd'hui, dans nos revendications, une de nos revendications, c'est de mettre l'Ondam à 4%, parce alors, que c'est l'objectif national de dépenses qui est voté tous les ans lors du projet de loi de finances des sécurités sociales. Oui, bon, voilà. La réponse du coup, pas évidente, Stéphanie Rist. Oui. Alors, la question que vous posiez, c'est est-ce que l'hôpital manque de moyens? Ça fait plus de 15 ans qu'on demande des économies drastiques à l'hôpital sans transformation en parallèle de l'organisation de l'hôpital, alors même que les malades vieillissent, alors même que les maladies chroniques sont de plus en plus importantes. Donc les malades changent, les technologies changent, le soin des maladies change, mais on ne change pas l'hôpital. Donc on voit bien qu'on a une rigidité d'une structure très importante. Qu'est-ce qu'on peut changer quand vous dites il faudrait changer en fait des choses à l'hôpital? Je crois que face à cela, en tout cas. Je crois que le grand objectif du changement de l'hôpital, c'est d'obtenir de la liberté. Il faut absolument qu'il y ait plus de liberté, plus de souplesse. Il faut que on parlait des collectivités, de vos interlocuteurs disaient que les collectivités devaient intervenir, mais pourquoi pas dans certaines régions faire intervenir les collectivités? On a besoin d'innovation, on a besoin de souplesse, et je crois... Souplesse, mais alors de la part des directions d'hôpitaux, c'est ça? Je crois de tous les acteurs, de l'ensemble des acteurs. Et dans les revendications, il y a certes les moyens, dont je n'échappe pas le fait qu'il y a une discussion sur les moyens aujourd'hui de l'hôpital. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui me disent, et qui sont dans la rue aujourd'hui, et qui disent laissez-nous, on a des idées, laissez-nous proposer de nouvelles organisations, faire de l'innovation. Et on doit arriver à tous ensemble transformer notre hôpital. Oui, Cathy Legac, et puis ensuite on prendra des auditeurs. Le discours porté par Madame la députée, c'est le discours qu'on entend tous les ans, parce que tous les ans on dénonce ce projet de loi de financement. Nous sommes là que depuis 2 ans. Oui, mais ça existait auparavant. Auparavant, c'est depuis la loi dite Bachelot, où elle a mis en place la tarification à l'activité, qui a engorgé petit à petit, et on a mis une tarification spécifique aux hôpitaux. Nous avons nos cotisations sociales, on cotise selon nos moyens et on dépense selon nos besoins, et c'est ça le fondement de la sécurité sociale, c'est ça notre fondement propre du budgétisation de l'hôpital. Et tous les ans, on demande à l'hôpital de changer, donc l'ambulatoire. On est arrivé au bout du changement, et oui, tous les acteurs doivent être entendus dans le cadre d'un nouveau financement. Le budget global n'était pas la panacée. La tarification à l'activité, on voit qu'il a détruit l'hôpital public, il l'a asphyxié petit à petit au niveau des budgets, il a endetté l'hôpital public, où ils ont été obligés de prendre des prêts toxiques, et il faut
écouter tous les acteurs et des besoins, on en a besoin forcément financiers. Et à mettre un Ondam à l'hôpital à 2,1%, les dépenses, oui, donc c'est ça. Ça ne va pas résoudre la colère. On va poursuivre avec 0826 300 300 avec Adam qui sera avec nous dans quelques instants. Et puis vos appels, continuez de commenter sur les réseaux sociaux et on vous attend au standard en direct. Il est 9h29. Et notre enquête ce matin sur cette question, l'hôpital, peut-on soigner l'hôpital public, avec nos invités, Cathy Legac qui est co-secrétaire générale du syndicat Sud Santé APHP et puis Stéphanie Rist qui est députée La République En Marche du Loiret. On accueille ce matin à l'antenne. Et rhumatologue au passage. Et rhumatologue, oui, exactement. Voilà, elle est toujours une fois par semaine, je crois. Et en ligne avec nous, Brigitte Soudry, qui est chef de service à l'hôpital Marin d'Andaille. Bonjour. Bonjour. De nouveau. Alors, ce que l'on disait, et vous, alors pour les auditeurs, vous étiez en ligne avec nous 2-3 minutes ce matin à 7h. Vous avez quand même 30 ans de carrière quasiment derrière vous. Et c'est la première fois que vous vous mobilisez à ce point, parce que vous dites que c'est un point quasiment de rupture dans les hôpitaux, quoi. Vous n'exagérez pas un peu là quand même ? Moi, je pense pas, parce que moi, je suis un pur produit à PHP, si vous voulez, interne des hôpitaux de Paris, chef de clinique, carrière de PH, chef de service, chef de pôle. Bon, maintenant, je suis directrice de DMU, et c'est à ce titre, avec mes collègues qui ont des responsabilités encore bien supérieures aux miennes, mais que l'on a décidé de se manifester et d'exprimer notre solidarité avec ce qui se passe actuellement, le collectif interhôpitaux, et puis tous les mouvements de protestation, parce que ce que l'on vit, c'est un espèce d'étouffement progressif, si vous voulez, d'asphyxie, de maltraitance. Moi, j'ose balancer le mot, parce que c'est comme ça que je finis par la maltraitance de l'hôpital. L'hôpital est maltraité, voilà. L'hôpital qui rend des services énormes, en particulier dans les catégories où nous sommes, nous, en soins de suite et réadaptation neuro-lourdes, où nous sommes connectés avec les services de réanimation parisiens qui produisent du handicap, puisqu'ils récupèrent les polytraumatisés, les accidents sur la moelle épinière, les traumatisés crâniens. De même, les services de neurologie, les centres de chirurgie vasculaire qui récupèrent les AVC, les gros AVC, tous les problèmes neuro, les maladies rares du cerveau, tout ça, tous les neurologues finalement sont des producteurs de handicap. Enfin, j'exagère, de caricature. Pour revenir quand même aussi à la gestion en fait des hôpitaux, parce qu'on parle quand même beaucoup d'argent, parce que s'il y a un malaise, c'est qu'il faut des moyens un peu, ou en tout cas se réorganiser. Ce que vous disiez, vous, Stéphanie Rist, et puis vous pouvez en parler avec Cathy Legac qui est avec nous, et puis Brigitte Soudry, vous disiez il faut de la souplesse dans l'organisation. Alors expliquez à une directrice d'établissement, alors une chef de service, comment on peut faire. J'ai été moi-même chef de service, chef de pôle, et je pense qu'en étant chef de pôle, on comprend très bien ce que ça veut dire de dire il nous faut de la souplesse et de laisser au projet la possibilité de se faire. Et il faut absolument, mais on peut parler de gouvernance par exemple, dans la gouvernance des établissements, il faut absolument que les professionnels qui sont engagés puissent être d'une part valorisés et d'autre part aider, accompagner pour que puissent aboutir ces projets. Mais et on a la sensation... Parce que je comprends pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi ? Qu'on leur donne des responsabilités supérieures pour qu'ils organisent un peu mieux les choses ? Je comprends pas quand vous dites sur la gouvernance. Excusez-moi, est-ce que je peux dire quelque chose ? Parce que moi, je suis chef de pôle depuis 2006, depuis la première génération de la création des pôles, où on devait théoriquement nous confier la gestion du personnel, la gestion de nos moyens, la gestion de nos enveloppes des centres de référence, puisque moi je suis centre de référence constitutif Huntington. Et alors, la souplesse, elle serait venue de la co-gestion, de la délégation de gestion. Il n'y a rien eu, il n'y a aucune délégation de gestion au chef de pôle. On est pieds et poings liés, on nous mène à la baguette, on va dire, et le discours, alors il est toujours bienveillant. Moi j'ai des très bonnes relations avec les hauts dirigeants de la PHP, ils me connaissent comme le loup blanc. J'ai participé à des tas de commissions, j'ai écrit un rapport sur les soins de suite complexes, etc. Mais le discours est génial, mais après concrètement ça va pas. Donc moi j'entends ce que dit ma collègue là, je suis d'accord avec elle, mais concrètement c'est pas comme ça que ça fonctionne. Actuellement dans mon service... Alors ça pourrait peut-être quoi.
Ça pourrait, mais qu'on arrête de ne pas remplacer les congés maternité, par exemple. Ça, pour moi, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dans mon service, en ce moment, j'ai 7 congés mater pas remplacés. Alors, forcément, les collègues qui restent, qui font le travail, elles sont fatiguées. Et les congés mater, elles se sont arrêtées avant et elles reprendront après parce qu'elles étaient déjà crevées avant et elles n'ont pas envie de reprendre tout de suite après. Donc, c'est une espèce de spirale infernale. Et pourtant, le directeur général, dans ses vœux, là, le 13 janvier dernier, il avait dit, et le président de la CME, Garabédian aussi, l'avait dit, et il avait imploré Hirsch en disant il faut arrêter maintenant, il faut remplacer au moins les congés mater. Bon, alors le discours est bienveillant, quand on voit les hauts dirigeants, on va vous aider, bien sûr, plus de souplesse, mais concrètement, moi aujourd'hui, voilà, j'ai 7 congés mater en moins dans mon service, et les autres personnes sont mal, voilà. Donc, alors, bien sûr, on va pas être défaitiste, on va pas baisser les bras, on va pas dire on se bat et on se battra jusqu'au bout et peut-être même au-delà, mais on veut pas toujours critiquer, on veut pas être négatif, mais quand même, dans les faits, ça va pas. Cathy Le Gac. Dans les faits, pour être concret, là, c'est 900 lits fermés sur l'assistance publique des hôpitaux de Paris et dans les 900. Parce que là, je fais une parenthèse parce qu'on parle beaucoup aux hôpitaux de Paris, mais c'est valable en fait sur toute la France. Il y a 900 lits. Alors moi, je parle là sur du concret, 900 lits de fermés sur notre institution et 400 infirmières qu'on n'arrive pas à recruter. C'est pas que les postes ne sont pas ouverts, c'est qu'on n'arrive pas à les recruter. Et pourquoi on n'arrive pas à les recruter? Parce que les salaires des soignants, c'est peau de chagrin. C'est une infirmière, elle travaille un week-end sur 2, elle a des horaires... On recrute à combien une infirmière aujourd'hui? C'est à peine 1 500 €. 1 500 €. Net brut? Net. Net, 1 500 €. Un bac plus 3, 1 300, une aide-soignante. Et évidemment, ça dépend aussi où l'on se trouve. C'est plus difficile dans le cœur des grandes villes que parfois aussi dans une ville moyenne. Et à Paris, vous avez une indemnité de résidence, pour travailler à Paris de 50 €. Vous logez à Paris à 50 €, donc vous habitez à 1h30 de votre lieu de travail. Ça c'est vrai. Et c'est vrai, Paris, partout, à Bordeaux, à Lyon, dans les grandes agglomérations, on peut pas habiter à côté. Et même à Hendaye, certainement. Brigitte Sobry et ensuite Stéphanie Rist. Moi, je dis que voilà, il y a un autre point qui m'énerve et maintenant qui me fait sortir de mes gonds, c'est que nous, on a pu recruter des infirmières contractuelles il y a déjà 2 ans de ça, et qu'au bout de 2 ans, elles ne sont toujours pas stagiarisées. Ce sont des jeunes femmes remarquables, investies, engagées, qui aiment leur métier, mais comme c'est émouvant de voir ça, parce qu'en plus, pour s'occuper de la typologie de malades qu'on prend en charge, il ne faut pas n'importe quelle infirmière. Handicap lourd, et ben voilà, handicap lourd, puis trauma, problème psychiatrique, tout, la totale. Eh bien, ces femmes-là ou ces hommes-là, ils sont pas stagiarisés au bout de 2 ans, donc ils s'en vont. Donc moi, ma colère maintenant, c'est pour ça que j'explose de colère. On perd des bons éléments. L'attractivité égale 0, puisqu'on n'est même pas foutu de les stagiariser au bout de 2 ans. Stagiariser, alors je comprends pas là, mais stagiariser, c'est-à-dire de les mettre en CDI. Là, ils attendent que quelqu'un parte en retraite, et comme les gens qui sont en longue maladie partent pas en retraite, il y a tout un système qui est vicié, c'est-à-dire on garde des gens qui sont sur les tableaux d'effectifs mais qui sont pas dans les services, qui sont absents depuis 3 ans, 4 ans. Non mais ça c'est... mais pourquoi? Alors ça c'est pas normal ça. Et comme ils sont payés, on peut pas stagiariser les nouveaux qui sont là, et les nouveaux qui eux font le boulot, et ben ils sont bons. Attendez. Alors moi je les connais pas ces personnes, mais si des personnes sont absentes depuis 3 ans, 4 ans, il y a un problème quand même, non? Complètement. Dans la gestion RH, il y a un problème. Les médecins expliquaient très bien tout à l'heure qu'il y a un épuisement professionnel avec des accidents de travail, avec des burn-out. Et donc, du coup, forcément, ces personnes-là sont en arrêt maladie, et qu'on soit dans la fonction publique. 3-4 ans, là c'est une grande longue maladie. Là, donc ils sont mis en longue maladie. Le seul problème, c'est que justement, le système est certainement vicié, c'est-à-dire qu'il reste dans un effectif au lieu d'être mis pas sur le banc, pas du tout, parce que c'est des personnes que l'institution a cassées, moralement et physiquement. Donc, mais par contre, c'est pas normal qu'on ne puisse pas les remplacer, ces personnes. Et c'est pas normal d'ailleurs, parce que pour le coup, notre directeur général avait dit que toutes les infirmières de l'institution devaient être titularisées, du moins dans un premier temps stagiarisées et titularisées. Mais ça devrait être dans toute la France. C'est-à-dire que dans le statut, dans la fonction publique, on doit être embauché tout de suite et pas en CDD.
Stéphanie Rist. Moi, je reste sur le en même temps qui me paraît très important sur ce sujet. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un travail à faire, comme l'a dit le médecin d'Andaille. Il y a un travail à faire sur la modernisation de la gestion des ressources humaines, mais aussi la discussion sur les statuts. Et si on n'aborde pas ce sujet, qui est un sujet compliqué, puisqu'on touche à des dogmes sur les statuts de fonction publique, et je pense notamment au statut des praticiens des hôpitaux, on n'aura pas cette souplesse, cette liberté qui est à mon avis nécessaire pour transformer l'hôpital. On a des appels d'auditeurs aussi. On a Adam qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Adam. Bonjour Adam. Oui, bonjour tout le monde. Merci de m'avoir me permettre donc de m'exprimer sur ce sujet si important et si cher pour nos compatriotes français. Tout d'abord, oui, on peut tout à fait soigner l'hôpital public. Qu'est-ce qu'il faut? Justement de la volonté politique. Tout simplement. Depuis quelques années, on constate que tous les gouvernements qui sont succédés depuis Sarkozy, ils n'ont eu de cesse que de casser l'hôpital public. On se rappelle en 2009-2010, je ne sais pas si vous vous rappelez de la pandémie H1N1, les vaccins, 382 millions d'euros ont été commandés par des vaccins, dont 19 millions de doses ont été incinérées. C'est vrai. Voilà. Bon. C'est-à-dire que la gestion politique de l'hôpital, on va dire quelque part, pour moi, protège un lobbying privé. On veut casser le public, donc pour tout simplement orienter des Français vers des hôpitaux privés et dire, vous voyez, le système ne fonctionne pas. Donc on est obligé de passer par un privé et la libre concurrence. C'est un peu comme la théorie de M. Macron sur le ruissellement, qui va rapporter de l'argent si on donne plus aux riches, qui est tout à fait faux. D'accord. Deuxième point, Adam, parce qu'après... Oui, allez-y. Oui, pardon. Donc le deuxième point aussi, il y a ce qu'on appelle la sobriété dans les décisions et dans la gestion des hôpitaux publics qui nous manque actuellement, c'est-à-dire une question de bon sens. Je vous donne un exemple. Vous allez dans le Var, à la presqu'île de Gien. Vous avez un hôpital qui est très connu, André Fabre. Vous allez voir des bâtiments qui sont complètement abandonnés, qui sont sur le littoral, qui peuvent aussi être, on va dire, un élément rapporteur pour les hôpitaux, pour cet hôpital en question, par exemple en matière de tourisme. On peut faire des cures, on peut louer, on va dire, ces installations, les réhabiliter, on peut les louer, on peut s'en servir. Notamment aussi, ça peut être un hébergement pour les professionnels de santé qui n'habitent pas dans la zone, parce que là-bas, c'est excessivement cher, les habitations et les locations. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a un peu de bon sens dans la gestion, pour faire des économies et rapporter un peu plus à l'hôpital public, et pourquoi pas ne pas diversifier, on va dire, le rôle de l'hôpital public, et en même temps, une certaine lucidité, une vérité, une intégrité des hommes politiques. Il faut qu'ils sachent, l'hôpital public, il faut qu'il soit gratuit. C'est quelque part, c'est notre survie. Merci Adam. Vous avez fait un peu de en même temps là. Stéphanie Rist a eu un petit léger sourire donc en vous écoutant. Revenir sur le fait qu'on veuille casser l'hôpital public pour privilégier le privé. Je crois que le débat n'est pas du tout dans ces termes. Depuis 2 ans qu'on est arrivé au gouvernement, enfin la ministre. Vous avez voté PLFSS comme les autres. Oui, j'ai voté tous dans le même lignée. Mais il faut quand même rappeler dans la même lignée de PLFSS et voté par les députés dans tout le projet. Pour la première fois depuis qu'on est arrivé, depuis 2 ans, on garde les tarifs hospitaliers au même... Non. L'objectif national des dépenses de santé a une augmentation, ce qui n'était pas le cas avant, d'autant. Je veux dire, cette année, c'est plus de 4 milliards de mis sur les objectifs nationaux de dépenses de santé. C'est pas rien, il faut que nos concitoyens c'est l'augmentation, le sachent. Les tarifs hospitaliers augmentent, donc forcément, il faut l'augmenter. Les tarifs hospitaliers qui ont baissé jusque-là, depuis qu'on est au gouvernement, ne baissent plus. Donc on ne peut pas dire que la ministre ne soit pas engagée pour l'hôpital public, que la majorité n'est pas engagée pour l'hôpital public. Une demande, ça fait 15 ans que j'entends cette demande d'avoir des objectifs de dépenses pluriannuels. Enfin, c'était dans ce PLFSS de cette année, dans ce projet de loi de finances. Donc, la colère continue à monter. Mais donc je dis pas qu'il ne faut pas entendre la colère. Je dis d'ailleurs, on ne veut plus parler à la ministre, on veut parler au Premier ministre. La demande aujourd'hui, c'est de parler au Premier ministre. On ne veut plus avoir on a la chance. Moi, je suis ravie d'être dans une majorité où le gouvernement, la ministre, travaille avec le Premier ministre et aussi avec le Ça fait 8 mois qu'il y a la colère. Merci. On pourrait continuer le débat et puis il va se poursuivre évidemment. Puis il y a la manifestation. Voilà, c'est ça. Ça, c'est votre appel, Cathy Legac, évidemment, du syndicat Sud Santé. Merci aussi à Brigitte Soubry et à Stéphanie Rist, députée de La République En Marche du Loiret. Merci d'avoir. Et puis vos appels, évidemment, et vos messages.